Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. Une émission un peu particulière, oui, parce que vous voyez des bouteilles de vin et pour cause, nous allons boire. On va essayer. Bonjour Ilan Abitbol. Bonjour. On est très content de vous recevoir. Moi, Merci. j'adore le vin, donc je suis ravie. Merci de m'inviter. Voilà, et on va parler, évidemment, aujourd'hui, on ne va pas faire que boire, on va parler du métier d'onologue, tout un programme. Mais avant, je suis obligée de vous présenter mon invité qui a un parcours un peu particulier. Il est depuis 25 ans en Israël, il est né au Maroc, il a vécu en France, il a étudié à Strasbourg et à Nancy. Il a fait un diplôme de biotechnologie, je crois, de biologie, microbiologie, voilà, de food science, bref, un vrai professionnel, on va dire, de la chimie, mais aussi du vin, évidemment. En tout cas, un parcours qui n'était pas du tout au départ destiné à travailler dans le vin, à être onologue. C'était pas du tout votre profession de base. Exactement. Depuis l'âge de 13 ans, ce que je voulais, c'était être chercheur et avoir le prix Nobel de biologie, de médecine. Voilà, donc c'était pas tout à fait On est loin pareil. du compte. Voilà. Et pourtant, au cours de vos études, en tout cas à la fin de vos études, lorsque vous deviez faire un stage, eh bien votre directeur, votre maître de conférence, peut-être, Oui, je ne sais pas c'est si on ça, l'appelle oui. comme ça, voilà, vous a proposé de faire un stage au Machon Weizmann en Israël. Et il m'a dit, j'ai un collègue sioniste qui peut vous aider. Il y travaille à l'Institut Pasteur et si vous voulez faire votre stage à l'Institut Weizmann, il vous aidera. Et en 2 coups de fil, ça s'est fait. Voilà, et c'était, vous faisiez à l'époque alors de la neurobiologie et avec un travail sur les maladies cardiovasculaires. Aucun rapport, a priori, avec le vin. Aucun rapport. Je suis arrivé en fait à partir d'un stage de biologie. Et le maître de stage qui m'a accepté, qui était un francophone, docteur Bernard Attali, que je salue, m'a accepté. Et son sujet de stage, de labo, était la neurobiologie. Et après 1 an, il a décidé que mon sujet de doctorat serait dans les maladies cardiovasculaires. En fait, il m'a un peu aidé. À trouver votre voie finale, on va dire. Oui, Enfin, on ne sait pas si elle est finale, mais en tout cas, votre voie actuelle. on peut dire qu'elle est Finale. finale. On peut dire qu'elle est finale. Donc, au cours de vos études, parce qu'on ne va pas raconter tout, parce que ce serait trop long, puis on a tellement de choses à dire sur votre métier qui est passionnant, métier d'onologue. Vous avez, au cours de vos recherches, peut-être même dans un tube à essai, en mélangeant des composants, vous êtes rendu compte que le composant que vous utilisiez pour soigner, en tout cas potentiellement une maladie, c'était un composant qui faisait partie du vin, de la composition du vin. Et ça fait tilt. Et ça a fait assez vite tilt. Je travaillais sur une maladie qui s'appelle la maladie de la mort soudaine. La mort soudaine, il y a celle des nouveau-nés, mais ce n'est pas celle-là dont on parle. C'est l'autre, celle des sportifs qui naissent avec un défaut génétique inné et qui vont vivre très bien jusqu'à l'âge de 25-28 ans. Et un jour de grande compétition, on parle de professionnels de haut niveau, et un jour de compétition internationale, ils s'affalent sur le sol et ils meurent de façon subite. Et on se demande ce qui se passe. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont un défaut dans le cœur qui empêche le cœur de se reposer. Mais le cœur est bien fait, Baruch Hashem, et on n'a pas qu'une sorte de protéine, dont celle qui est mutée chez eux. On en a plein d'autres. Donc tout le reste du temps, dans la routine, jusqu'à l'âge de 28 ans, il y a d'autres remplaçants qui vont faire le travail. Mais ce jour-là de compétition, vous avez la fatigue et vous avez le stress international qui font que toutes ont besoin d'être fonctionnelles et comme il en manque une, cette personne-là ne va pas pouvoir récupérer, va donc mourir. Et donc, ce qu'on m'a donné à faire, c'était de mettre en perfusion, pas sur des gens, j'ai travaillé sur des grenouilles, j'ai travaillé sur plusieurs sortes de systèmes. Vous mettez en perfusion différents composants. Et j'ai commencé à voir que certains composants marchaient bien, jusqu'à ce que je comprenne que les stilbènes, les phénamates marchaient très très bien. Et un jour, par un pur hasard, on appelle ça Ashgacha Pratit et Akadosh Baruch Hu, j'ai compris que c'était exactement de ça qu'on parlait quand on parle du paradoxe français.
Le French Paradox, c'est la façon la raison pour laquelle les Français et les Européens en général, bien que mangeant très gras, ne vont pas beaucoup mourir par rapport aux statistiques des populations d'infarctus et de problèmes cardiaques. Et on a compris que c'était quelque chose qui existait dans le vin rouge, par opposition au vin blanc en règle générale, donc venant de la peau du raisin, qui faisait exactement ce switch que je provoquais dans mes tubes à essai sous la loupe binoculaire. Et j'ai dit, c'est exactement ce que je veux. La science, j'aime, mais j'aime quand la science a une petite touche d'art. Et c'était peut-être pour compenser le fait que je ne sais pas trop dessiner, pas vraiment dessiner. Et donc j'ai dit, ça va être ma façon de faire de l'art. En tout cas, c'est là, à ce moment-là, où vous avez compris que vous aviez peut-être une vocation, en tout cas une vocation naissante, et vous êtes parti en France étudier l'œnologie. C'est important de préciser une chose pour les étudiants qui nous écoutent. Je ne suis pas parti quand j'ai eu un déclic, j'ai fini mon doctorat. Ah bah bien sûr, évidemment. Ça, c'était important. Oui. Messieurs et mesdemoiselles, les étudiants finissaient. C'est ce que je dis en général dans mes cours à la fac. Même si vous êtes sûr que ça ne va pas vous aider, continuez votre diplôme, il vous servira. C'est ce qui a été mon cas. Donc j'ai fini mon doctorat et ensuite j'ai décidé que j'allais faire des études d'œnologie que j'ai faites à Montpellier. Voilà, formidable. Alors aujourd'hui, vous êtes œnologue, diplômé bien évidemment. Alors on sait qu'en Israël, vous m'avez dit hors antenne qu'il y avait entre 5 et 8 œnologues francophones, on va dire en Israël. Des Français francophones. Français francophones, et puis à peu près 70 œnologues, donc israéliens, toutes nationalités confondues. Peut-être une centaine, parce que parfois il y a des petites caves familiales. On ne connaît pas tout le monde, forcément, peut-être pas répertorié. Le propriétaire se dit œnologue, donc bon, ça peut être une centaine, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Bon, alors vous avez vraiment développé une passion pour ce métier qu'on connaît, mais on va dire, on n'identifie pas toujours précisément à quoi ça correspond. Quel est le rôle d'un œnologue lorsqu'il y a un vin en préparation dans un domaine? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est là depuis le début des vendanges? Est-ce qu'il arrive après? Alors, je sais que j'imagine, on peut en parler pendant une soirée entière, mais on va essayer d'en parler pas rapidement, mais disons de résumer un peu les choses, juste pour nous donner un peu un aperçu. Alors, l'œnologue, il arrive quand? Au début, lorsqu'on fait les vendanges? Déjà, c'est important que le fait que beaucoup de gens ne connaissent pas le mot d'œnologue. Peu importe la langue, oui. Le mot œnologue est un mot compliqué. Les gens me disent, toi, en tant que vigneron, qu'est-ce que tu fais? Donc c'est marrant, c'est juste et faux. Votre question, en fait, il faut la prendre en amont. Comment ça s'appelle? Qu'est-ce que c'est un vigneron? Qu'est-ce que c'est un viticulteur? Qu'est-ce que c'est un œnologue? Un œnologue, on l'a pris du nom d'une des bactéries, d'une des levures qui fait le vin. Donc un œnologue, c'est quelqu'un qui fait le processus chimique de fermentation. C'est ça que ça devrait être. Mais en France, un œnologue n'est pas œnologue seulement, il est vigneron. Il fait pousser les raisins. Donc je commence déjà à répondre à votre question. Un œnologue, c'est tous les métiers du début à la fin de la chaîne. Le début de la chaîne, c'est planter le raisin, planter la vigne. Quel cépage, quel type de raisin? On connaît le Cabernet Sauvignon, le Merlot, le Shiraz, le Malbec en rouge, le Cabernet Sauvignon, le Sauvignon blanc ou le Chardonnay en blanc, le Muscat en blanc parfois. Et donc, il faut savoir ce qu'on plante, où on le plante. Et connaître surtout, le terroir, etc. Connaître le terroir, donc le climat français, France contre Israël. On sait que la propriété du raisin et du vin est différente. Un vin va vieillir beaucoup plus dans un pays froid européen que dans notre cher pays chaud. Donc, c'est d'abord s'occuper de la pousse du raisin. Ensuite, décider l'étape la plus critique de la date de la vendange. Alors ça, c'est incroyable parce qu'on imagine que cette décision qui est tellement importante est celle du vigneron, après tout du maître du vignoble, de celui du propriétaire terrien, tout simplement, de celui qui a les vignes. Ça paraît incroyable que ce soit quelqu'un d'extérieur à la vigne qui décide de la date des vendanges. C'est exactement ce que j'ai dit au départ. C'est pas quelqu'un d'extérieur. Parce qu'en France, le vigneron, c'est le propriétaire, c'est le cultivateur, c'est le viticulteur et c'est l'œnologue.
Ok. c'est- Mais en Israël, disons que c'est pas toujours la même chose. Alors, ce qui s'est passé de plus en plus en Israël, c'est la raison pour laquelle, pendant ces 20 ans où j'ai eu le bonheur d'avoir mon ascension en même temps que celle du vin en Israël, les familles qui se sont développées, c'est souvent un père viticulteur qui faisait pousser les raisins pour les envoyer dans les grandes caves d'ici. Et petit à petit, les enfants ont goûté du vin et ont eu envie d'apprendre. Donc aujourd'hui, ça revient un petit peu à ce que c'était, à savoir que les parents font pousser les raisins et les enfants ont appris l'œnologie. Donc aujourd'hui, c'est presque, ça reste de nouveau dans la famille, comme on le voit en Bourgogne ou en Bordeaux. Alors pourquoi c'est tellement important que ce soit l'onologue qui décide de la date des vendanges? J'appelle ça la différence entre le syndrome raisin et le syndrome de la banane. La banane, vous la cueillez la plus verte possible et vous décidez quand vous voulez qu'elle continue sa maturation. On n'a pas ce luxe avec le raisin. On est obligé, à partir du moment où vous vendangez, vous avez quelques heures, un jour ou deux maximum, pour commencer le processus. Et ce que le potentiel de vieillissement, tout le potentiel, la bonification virtuelle du vin se décide au moment... à la date, avant en fait. le moment. Tout ce qui s'est accumulé dans le raisin jusqu'au moment de la vendange, c'est tout ce que vous aurez pour la suite du parcours du vin. Vous ne pourrez pas rajouter des tanins ou des phénols qu'il n'avait pas sur le pied de vigne. C'est pourquoi c'est tellement important. D'où la Parce que raison, ça change du forcément potentiel. la qualité du vin. Alors, outre cette date fatidique qui est choisie par l'œnologue, en tout cas qui est conseillée, après, si le propriétaire du vin ne le veut pas, bon... En général, il le veut. Ben voilà, ça m'étonnerait que ce soit autrement. Vous êtes aussi responsable de la fabrication technique du vin. Oui, bien sûr. C'est le centre du travail, de la profession. On reçoit les raisins, on sait que dans le raisin, il y a du sucre, et on sait que dans le vin, il y a de l'alcool. Qu'est-ce qui a fait le transfert entre les deux? C'est un processus qu'on appelle la fermentation alcoolique, que font les levures indigènes, normales, naturelles, mais en général, ce qui se passe depuis plusieurs décennies, c'est qu'à cause de la pollution, on a décidé de ne plus faire confiance à ces levures-là. Et ce qu'on fait, c'est qu'on les élimine avec du soufre et on va rajouter des levures spéciales dont on connaît les propriétés organoleptiques, d'arômes, etc. Donc on rajoute au jus de raisin des levures et au bout de 3 semaines, un mois et demi, on a du vin. Le sucre a été transformé par ces petites levures en alcool. D'accord, mais on précise pour ceux qui nous écoutent, bien sûr, dans le vin lui-même, on ne rajoute rien. On met ces levures qui vont ressortir au final. La seule chose qu'on rajoute, c'est ce composé que les anciens, même dans le Talmud, rajoutaient, à savoir le soufre. Ok. Alors après ça, il y a la mise en barrique. Pour les rouges. Qui ont besoin. Oui. Et certains chardonnays, au cas où quelqu'un me dirait « Vous avez oublié de parler du chardonnay », le chardonnay et la majorité des rouges ont besoin de ce qui va se passer dans la barrique, à savoir les arômes de beurre, de brioche, de café, de chocolat, mais aussi avec ce que la barrique va apporter, à savoir les bactéries qui vont faire le deuxième procédé dans le rouge. Alors, ce que les gens ne savent pas, c'est que la barrique, bien sûr, elle est en bois en général. C'est ça qui fait l'apport C'est du chêne. Au vin, du chêne, tout à fait. Même en Israël, tout le monde est passé à ça, parce qu'il y a aussi des cuves qui sont plutôt en inox. Tout le monde ne met pas son vin en barrique, parce que ça coûte très cher. Mais on est obligé de passer par les deux. En fait, on est obligé de commencer par faire fermenter dans une cuve. La cuve aujourd'hui, c'est de l'inox. Les traditions de Français faisaient ça dans de la fibre de glace, dans du béton. Il y a des cuves de ciment en France. Donc on faisait ça dans un matériau inerte. Et ensuite, on faisait, comme vous dites, passer dans des fûts, mais les fûts sont très chers. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est soit on va mettre le vin dans la barrique, mais ça va faire augmenter le prix du vin. Le prix de revient, le coût. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est utiliser ce qu'on voit ici, certains copeaux qui sont permis depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. C'est en fait des petits morceaux de
De bois. De bois, tout simplement. De bois. Donc en fait, si je résume, c'est que lorsque les barriques sont trop chères ou que les gens ne peuvent pas se permettre, ils mettent le vin dans des cuves en inox et au lieu que le bois qui est normalement dans la barrique pénètre le vin, eh bien c'est tout simplement on met du bois dans le vin. Comme si on faisait une infusion en fait. C'est incroyable. C'est pas un sachet d'infusion. Et ça se fait très communément dans tous les pays du monde. À part que tous les gens qui le font ne vont pas forcément l'avouer. Ils vont dire ça a été vieilli avec du bois. On a un code. On doit dire qu'il y a du bois, mais si on a vraiment utilisé des barriques, il faut le dire. Autrement, c'est un problème. La joie du bois foncé, la joie du bois plus clair, c'est la même chose ? C'est la même chose, avec ou sans l'action du feu. C'est plus ou moins torréfié, plus ou moins toasté. C'est comme le steak, c'est médium plus. Ce qui fait qu'à la dégustation, on aura des goûts plus ou moins de café, différents. Plus ou moins de... Incroyable. Bon. On va jouer sur la palette d'arômes. Ok. Alors, ensuite, est-ce que l'œnologue va jusqu'à la mise en bouteille ou son travail s'arrête là ? J'espère bien qu'il va arriver jusqu'à la mise en bouteille. Autrement, on aura un problème. Et entre le vieillissement en barrique et la mise en bouteille, vous avez des étapes techniques très importantes de stabilisation, de refroidissement. On peut jouer, en fait, on n'a pas l'habitude de parler de la température. Un vrai œnologue, un vrai artiste, ce qu'il fait, c'est qu'il ne rajoute rien soit, mais il joue avec les températures. Et en jouant avec les températures, vous allez décider, si vous êtes un vrai pro, des arômes que vous voulez. Parce que si vous connaissez la chimie, à telle température, vous avez tel arôme du piment qui va arriver, alors que si vous êtes beaucoup plus chaud, c'est tous les pamplemousses, les citrons, Vraiment, vous pouvez tout manier ce que vous voulez, si vous savez le faire. Combien de temps ça prend entre les vendanges du raisin jusqu'à la mise en bouteille ? Pour les vins les plus simples, à savoir les blancs et les rosés qui n'ont pas besoin de vieillissement, au bout d'un mois, vous pouvez avoir fini. C'est bien l'intérêt d'avoir des vins à Rosh Hashanah en Israël. Quand Rosh Hashanah est mi-septembre, vous avez du 2017 déjà, parce qu'il n'y a aucune raison que ça ait duré plus qu'un mois. Ça a été vendangé en mi-juillet. D'ici septembre, tout est fini. Fait. Mais maintenant, je continue à répondre à votre question. Ça peut aller donc de un mois ou deux jusqu'à quelque chose comme 4 ou 5 mois avant de rentrer, 3 mois peut-être, avant de rentrer dans la barrique. Et la barrique, ça peut être jusqu'à 2 ans. Donc, 2 ans, 2 ans et demi. On a un rituel qui est l'inauguration des vins se font 3 ans après la date de la vendange. Pour les vins de bonne qualité, bien sûr. Ok. Alors, c'est passionnant, franchement, parce que c'est un métier, évidemment, qu'on découvre, en tout cas, pour ceux qui ne sont pas du sérail. Vous faites aussi, parce que dans l'imaginaire, on va dire, dans l'imaginaire et dans dans ce qu'on a enfin en tête, que tout le monde a en tête, c'est surtout, on voit l'œnologue déguster. Parfois, on n'est pas tellement au courant de toutes les étapes que vous nous avez racontées, et on l'imagine déguster le vin. C'est lui qui nous dit oui. Alors c'est toutes les images, bien sûr, issues des films, etc., de la littérature. Il y a aussi cette partie-là, j'imagine, dans votre travail. Forcément, c'est impossible de suivre le processus. On ne fait pas de la chimie, on fait du vin. Parce qu'en fait, je vous pose cette question parce qu'on veut goûter, quoi, tout simplement. J'ai compris. C'était une superbe allusion. Voilà. Et donc, vous goûtez aussi, une fois la mise en bouteille faite, vous arrivez à analyser votre travail. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Même avant. C'est absolument indispensable de goûter tout au long du procédé. Oui, bien sûr. Autrement, on n'arrivera pas à suivre. Et en plus, ce qui se passe avant la mise en bouteille, c'est la période d'assemblage, qui est exactement ma spécialité. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est le fameux blend. C'est le fameux blend, l'assemblage. Les vins d'assemblage, les vins de coupage, on dit aussi en France. Parfois, c'est avec une notation péjorative, parfois c'est sans. Et ce qu'on doit faire, c'est forcément goûter tout au long pour savoir si vous avez des défauts. On goûte tous les jours. On goûte tous les jours depuis la barrique. Quand on est en France, on goûte, peu importe qui a sorti le vin. En Israël, c'est tout un procédé parce que
j'ai Baruch Hashem la possibilité d'être à la fois l'œnologue et le goûteur, le dégustateur, l'ouvrier, mais c'est vraiment pas la possibilité de nombreux de mes collègues qui ne sont pas religieux. Donc si le vin est cachère, eux n'ont pas le droit d'aller à la cuve ou d'aller à la barrique et de toucher, de regarder, de sentir. Compliqué. Donc ça veut dire que vous avez le mashgiach, la personne qui est en responsable de la cacheroute, qui va lui retirer ce qu'il veut et le mettre, le transférer dans des bouteilles au labo ou dans son bureau, et là, il va faire la dégustation. Alors que moi, j'avais le luxe d'aller retirer tout seul dans les cuves. Mhm. Mhm. OK. Alors, on va goûter, super. On va goûter. Qu'est-ce que vous préférez faire? Vous nous avez dit que avant de partir étudier l'œnologie, ce qui vous avait séduit, c'était ce mélange de science et d'art. Aujourd'hui, maintenant que vous êtes œnologue de profession depuis des années, c'est toujours ça qui vous séduit dans ce métier? Ce que je préfère, c'est la dégustation. J'aime bien la dégustation très guindée avec des... on a Tofes Teima, ça se dit en français, fiche de dégustation. Voilà, Ouais. j'arrivais pas à trouver. Sérieux? Il y a une vraie fiche de dégustation professionnelle où vous notez chacune des étapes. Au passage, je veux juste rappeler que ce qu'on verse, c'est pas quelque chose pour réduire la quantité. On met quelque chose comme un quart ou un cinquième Du verre. du volume du verre. Okay, vous avez des verres différents, de différentes tailles, si c'est du blanc ou du rouge, pour que le vin puisse respirer, pour qu'il y ait 4 ou 5 volumes d'oxygène par rapport au volume de vin. Hop. Je vous attends. Donc, ce qu'on va faire, je crois que je n'ai pas fini de répondre à la question. Tout le monde rigole. Ben oui, on va avoir du vin. On fait venir des œnologues, voilà. Comme on parle de dégustation, la dégustation, on peut juste boire entre amis. Le vin, c'est du rituel. C'est kiddush, azman, c'est kedusha. C'est vraiment des choses mystiques, mais c'est aussi convivial. Parce que boire seul, c'est pas boire en compagnie. Nous, quand on déguste, par contre, on n'a pas besoin de convivialité. On n'a surtout pas besoin de convivialité. On a besoin d'être complètement concentré. Si vous avez du bruit, si vous avez des couleurs, si vous avez des odeurs, vous allez tout faire changer. Donc, quelles sont les étapes de la dégustation? Il y en a 3. Comme les 3 sens qui vont s'y mêler, on a le sens de la vue, de l'odorat et du goût. Donc, ce qu'on va faire, c'est mettre le verre entre nous et une source lumineuse qui est une lumière blanche de préférence pour voir s'il n'y a pas de trouble, pour voir si la couleur est plus ou moins foncée, pour voir si le vin est brillant ou pas brillant. Et de chacune de ces choses-là, on va détecter, on va deviner les qualités du vin. Une fois qu'on a fait ça et que le vin est plus ou moins âgé, plus ou moins de potentiel de vieillissement, ce qu'on fait, c'est qu'on doit le mettre et le sentir. Vous voyez comment je peux avoir 2 sortes de... Voilà, exactement. Maintenant, c'est bien. Maintenant, c'est mieux. Et il faut le tenir par la coupelle ou par le pied. Pour moi, ça vaut mieux comme ça, parce que sinon, je vais faire des bêtises. Très bien. Ce qu'on déconseille de faire, en règle générale... C'est qu'on n'a pas le droit de boire dans les studios. Normalement, c'est interdit. Mais bon, c'est pas grave. Personne ne nous voit. On ne boit pas. On fait que montrer comment on fait. Ce qu'on n'a pas le droit de faire en principe, c'est si le vin est de toucher en fait le corps du verre pour éviter de le réchauffer. Okay. D'accord. Ce qui est en fait l'inverse de ce qu'il faudra faire maintenant. Le vin que j'ai apporté, qui est un vin rouge, a été refroidi. Je sais ce que je fais d'habitude, même si c'est contre les idées reçues, parce que je sais que ça prend plus de temps en général, surtout quand il y a de la convivialité. Les gens mettent beaucoup de temps, et en fait, entre-temps, le vin s'est réchauffé. Ça veut dire qu'il va être plus volatile, plus d'alcool, plus amer, alors que s'il est froid, c'est à vous de décider, s'il est trop froid, de le réchauffer et de décider quand est-ce que vous voulez le goûter. Okay. Mais c'est contraire au protocole qui dit ne touchez pas le corps du verre. Autre chose, c'est que ce qu'on fait, c'est qu'on veut agiter le verre pour que l'oxygène rentre et nous fasse monter les arômes. Donc cette chose-là est à faire
en l'air pour les professionnels et Je vous laisse faire, ça vaudra mieux. sur une table, pas d'allusion, sur une table pour les gens qui ne sont pas moins professionnels. Et en fait, en disant qu'on veut décrire des cercles. Et de cette façon-là, on arrive à bien déguster sans salir nos voisins qui sont assis à côté. Et la dernière étape à faire, c'est de déguster. Donc, ce que je vais faire, c'est anticiper la question que vous ne m'avez pas encore posée. Qu'est-ce que je sens ? Ce que je vais essayer de faire, c'est de voir qu'est-ce que vous sentez. Est-ce que ça vous rappelle certains arômes que vous connaissez ? Les arômes qu'on a dans le vin, c'est tous les arômes de notre vie. Des fruits, des légumes, du chocolat, des défauts, des bonnes choses, des mauvaises choses, du bois, du beurre, du chocolat. Okay ? Donc, essayez de voir s'il y a quelque chose qui vous rappelle. C'est très difficile à faire. C'est difficile à sectoriser les odeurs, à décortiquer les odeurs. C'est la chose la plus difficile. Oui. Je vais raconter une petite anecdote. Allez-y. On connaît tous, on aime manger un yaourt à la fraise, un yaourt à la pêche ou à l'abricot, et on va tout de suite le savoir. Ce qui se passe, c'est que le premier vin que j'ai eu à goûter, c'était du Vionnier en France, et qui sent très fort l'abricot. Et je sentais cette odeur d'abricot, mais je n'arrivais pas à mettre un nom sur la molécule d'abricot. Alors que si j'avais eu un yaourt à l'abricot, je l'aurais reconnu. Ouais. Et en fait, ce qui manque, depuis, je suis passé de l'autre côté de la vitre. Alors, ce qui manque, c'est en fait l'association. Vous connaissez les odeurs comme moi. Ce que vous n'avez pas l'habitude, c'est à mettre des noms sur le vin. Dans le cerveau de quelqu'un de pas habitué à déguster du vin, il va penser odeur d'alcool, il va penser odeur de raisin, mais il va jamais penser à cassis, à banane, chocolat, banane. C'est sûr. On a de la cerise. On a de la cerise et de la banane. Alors que je vous ai posé la question, c'est pas grave. Sur ce coup-là, c'est moi qui réponds. Non, mais là, je vous laisse faire. Franchement, ça vaut mieux. Voilà. Bon, en tout cas, on a parlé du métier d'œnologue. On pourra parler encore longtemps. On était avec Ilan Habitbol. On va déguster, bien évidemment, avant de se quitter. Voilà, il a été œnologue pour des grandes caves comme Barkhane, comme Tzora ou Tepperberg. D'ailleurs, je crois que nous allons goûter un Tepperberg, c'est ça ? Ce qu'on goûte, c'est un vin qui s'appelle Efrat Israeli. Mais c'est l'entrée de gamme de la cave Tepperberg près de Jérusalem. Et on va d'ailleurs on parlera peut-être dans une prochaine émission des différents vins israéliens. En tout cas, merci d'être venu, Lechaim. Voilà, et à très bientôt. À très bientôt, merci, ciao. Au revoir. Bye. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Kalita.